Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver pour le journal de Canal 2 Info. Tout de suite, le sommaire. Il a été inhumé l'ex-ministre des Postes et Télécommunications du Cameroun, Mounchipou Seydou. C'est après des obsèques perturbées par une mésentente entre les enfants du disparu et le sultan roi des Bamoun, communauté à laquelle appartenait le défunt. Au Brésil, le virus Zika inquiète de plus en plus. Le nombre de bébés infectés ne cesse de croître et la solution de l'avortement commence à être envisagée. Et puis en Syrie, 70 personnes trouvent la mort ce week-end après l'explosion d'une voiture piégée. La majorité des victimes étaient des chiites. Après plus d'une semaine de deuil, l'ex-ministre camerounais des Postes et Télécommunications, Mounchipou Seydou, a été inhumé. Les obsèques se sont déroulées dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Tout s'est bien déroulé dans l'ensemble, malgré la petite mésentente qui opposait les membres de sa famille au chef de la communauté Bamoun, l'île Piedjou. L'émotion est grande lorsque la dépouille de Mounchipou Seydou arrive à Fumban, dans la région de l'Ouest du Cameroun. Les habitants, sortis massivement, n'ont pas pu retenir leurs larmes. Ici, au sultanat des Bamoun, premier arrêt de la dépouille, le roi El Hadj Ibrahim Bobo Dioya s'incline devant la dépouille de ce haut commis de l'État avant le départ pour Manka, son village natal. Ici aussi, cris et pleurs sont au rendez-vous. Parents, amis et connaissances sont encore sous le choc. Pour moi, il reste un grand notable Bamoun, un très grand notable Bamoun. Vraiment, sa disparition, oui, c'est une perte pour les Bamoun. Même après avoir passé 15 années derrière les barreaux, pour tentative de complicité de détournement de deniers publics, l'homme est resté un modèle pour son peuple. En début d'année 2014, lorsqu'au terme du solde d'un compte avec l'État, Mounchipou Seydou est revenu parmi les siens. La liesse, la ferveur, la joie exprimée par une foule bruyante et immense. Après la dernière prière par le grand imam Djihari Salifou, cet ancien ministre rejoint la terre de ses ancêtres selon la tradition musulmane. On rappelle, Mounchipou Seydou est l'une des premières victimes de l'opération Épervier au Cameroun. Il a passé plus de 10 années de prison avant d'être libéré en 2014. Autre fait d'actualité, lancement ce jour au Cameroun de la Semaine nationale du bilinguisme. C'est la 13e édition, avec pour thème le bilinguisme, une porte d'accès à une éducation de qualité pour une éducation durable. Le phénomène tarde encore à s'implémenter véritablement au Cameroun. Et pour avoir des explications, nous sommes allés à la rencontre de quelques habitants de la ville de Douala. Leurs avis au micro de Stéphane Binac. Et une grâce pour une nation. Je peux dire ça comme ça en termes simples. Parce que quand une nation a la possibilité de parler l'anglais et le français, je pense que les peuples de ce pays-là sont avantageux et ils sont en avance par rapport à d'autres dans le continent et même dans le monde. Le bilinguisme au Cameroun, pour moi, le bilinguisme, c'est-à-dire le Cameroun n'est pas à 100% bilinguisme. Bon, c'est parce que nous, les francophones, au départ, on néglige beaucoup l'anglais. Oui. Nous, les francophones, on néglige beaucoup l'anglais. Les gens cherchent à être parfaitement bilingues, d'après mon point de vue. Mais ce qui coince, je pense que c'est les nouvelles langues qui arrivent. Par exemple, comme le chinois, les gens veulent apprendre d'autres nouvelles langues. Et c'est ça qui les empêche d'être peut-être connectés avec l'anglais qu'on estime que les gens doivent normalement apprendre.
Cette semaine du bilinguisme coïncide avec les activités du cinquantenaire de la jeunesse au Cameroun. À Edea, dans la Sanaga-Maritime, c'est dans la propreté que les jeunes veulent célébrer ce cinquantenaire. Pour ce faire, ils ont entrepris d'assainir toute la ville. David Pem. Les jeunes de la ville d'Edea se sont retrouvés très tôt ce matin dans certains coins de la ville pour mettre la propreté. Ceci est en prélude du cinquantenaire de la fête de la jeunesse qui se célèbre le 11 février prochain. Matiette, pelle, houe et marteau, ces outils ont permis aux jeunes de mettre un coup de neuf partout où ils sont passés, comme ici, à la maison du parti d'Edea. Nous allons mobiliser les jeunes pour mettre la propreté un peu partout dans la ville parce que, vous savez, on attend beaucoup de nous. On attend beaucoup de jeunes aujourd'hui parce que le jeune doit traverser. On dit la jeunesse, c'est le fer de lance de la nation. Donc pour essayer de brandir fort l'étendard de notre parti, nous devons entrer au travail. En cette première activité en prélude à la fête de la jeunesse, les jeunes d'Edea ont été assistés par la circonstance par Marinette Yetna. Encadrer la jeunesse de la Sanaga-Maritime pour que nous marquions de notre présence sur la semaine de la jeunesse qui est le cinquantenaire. Donc nous avons prévu une table ronde, nous avons prévu un investissement humain, nous sommes en train de nettoyer toute notre maison du parti. Plusieurs autres activités sont au programme avant la grande parade qui aura lieu le 11 février dans tout l'étendue du territoire. Le cinquantenaire de la jeunesse du Cameroun se célébrera effectivement le 11 février prochain à Dibang, dans le Nyon-Ekele. Par contre, les jeunes veulent profiter de l'occasion pour exprimer une doléance, celle de l'amélioration de leurs conditions de vie. David Pem, une fois de plus. Nous sommes dans l'arrondissement de Dibang, département du Nyon-Ekele, région du centre. Plus de 50% des jeunes vivent de l'agriculture. À quelques jours de la célébration du cinquantenaire de la jeunesse, ces jeunes souhaitent voir leurs conditions de vie être améliorées. Mon souhait, c'est que 50 ans après, le gouvernement pense aux jeunes du village de Sombo. On peut avoir certaines aides de domaine de l'agriculture, l'élevage, que les routes doivent être bitumées. Et que demain nous ayons aussi des véhicules de temps en mieux. Un autre souhait des jeunes, c'est la prévention contre des accidents de circulation à Sombo. Il nous faut les deux dames ici à Sombo, parce qu'il y a trop les accidents ici. Regardez la route. La route est tellement en un mauvais état, donc il nous faut les deux dames ici. À Dibang, le 11 février prochain, les jeunes scolarisés et non scolarisés vont recevoir le soutien de la commune. Pour accompagner ces jeunes dans la culture de la terre, nous produisons des champs semenciers. Nous leur distribuons, on a déjà distribué les plants de palmiers à huile. On va continuer à en distribuer, de remettre des bourses aux lauréats. Un cinquantenaire de la fête de la jeunesse qui s'annonce riche en couleurs à Dibang. Quittons à présent les frontières camerounaises pour nous rendre au Bénin où Adrien Oumpédi a été reconnu officiellement comme le candidat légitime de son parti pour les prochaines élections présidentielles. C'est devant une foule de militants de son parti, le PRD, qu'il a officiellement investi. Les précisions de Junior aussi nous la pomme. Dans un stade de 30 000 places plein à craquer, le président du PRD, Adrien Oumpédi, a provoqué un oui massif de la foule pour Lionel Zinsou. Le président du PRD a montré son engagement, a fait alliance avec Lionel Zinsou. Nous ne ferons plus d'opposition. Nous voulons gagner avec Lionel Zinsou pour que nous aussi, nous soyons pris en compte au sein du PRD quand il s'agit de gérer le Bénin. Le premier ministre béninois Lionel Zinsou, candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle du 28 février, adoubé samedi dernier par le principal parti de l'opposition, le Parti du Renouveau démocratique, à l'issue de son congrès extraordinaire à Porto Novo. Pour Lionel Zinsou, c'est une alliance de reconnaissance pour le Bénin. Nous pouvons dans ce stade dire oui, je suis issu du Cori.
Et je peux dire, je suis sous l'arc-en-ciel. Et je peux dire, le soleil de la Renaissance est là. Ici, je peux dire, aujourd'hui, grâce à vous, Choco, Choco. L'élection présidentielle béninoise mettra en lice un total de 36 candidats. Au Maroc, une centaine de Berbères ont manifesté ce dimanche devant le Parlement. Ces derniers reprochent au gouvernement l'inaction face à la mort de l'un d'eux lors d'affrontements à l'université. Ces derniers opposaient les étudiants d'origine berbère à d'autres d'origine arabo-saharienne. Junior aussi, nous la pomme. Les universités marocaines sont en proie de situations dangereuses depuis quelques jours. La mort d'un jeune étudiant vient confirmer la thèse d'un trouble interne et profond. Quelques centaines de Berbères marocains, aussi appelés Amazigh, ont manifesté dimanche devant le Parlement à Rabat pour dénoncer la mort d'un membre de leur communauté lors des affrontements à l'université de Marrakech entre étudiants Amazigh et étudiants originaires du Sahara. Cette manifestation est organisée devant le Parlement marocain pour condamner l'assassinat politique qui a touché l'étudiant Omar Khaleb à Marrakech la semaine dernière et aussi pour responsabiliser l'État marocain au sujet de la situation dangereuse qui touche les universités marocaines. Des troubles que dénoncent ces étudiants dans l'espoir que le gouvernement marocain se responsabilise face à la situation. En France, le président cubain entame ce lundi une visite d'État de 2 jours. Une visite à coloration économique et commerciale qui marque une nouvelle étape dans les relations entre Cuba et les Occidentaux. Une rencontre historique entre 2 dirigeants, Castro et Hollande. Aimé Catherine Moukouri. Raúl Castro a été accueilli avec tous les honneurs à l'Arc de Triomphe, première étape d'une visite d'État de 2 jours en France à haute teneur économique et commerciale, mais qui consacre surtout une normalisation des relations de Cuba avec les Occidentaux. Présent depuis samedi à Paris pour un séjour strictement privé, Raúl Castro entame ainsi au sommet des Champs-Élysées, pavoisé aux couleurs de son pays, la première visite d'un chef d'État cubain dans la capitale française depuis celle de son frère aîné Fidel, 21 ans plus tôt. En mai 2015, François Hollande avait été lui-même le premier chef d'État occidental à fouler le sol cubain depuis la victoire de la révolution castrice sur le régime de Batista en 1959. Les 2 dirigeants se retrouvent à 17 h à l'Élysée pour un entretien suivi 1 heure plus tard de la signature d'une douzaine d'accords et d'une déclaration conjointe à la presse. Un dîner d'État a refermé ce sommet franco-cubain. La France, selon l'Élysée, entend s'affirmer à cette occasion comme le premier partenaire politique et économique européen de l'île des Caraïbes. Au Brésil, le virus Zika continue d'inquiéter et la question de l'avortement est désormais incontournable face à la crise. Un groupe d'avocats et activistes brésiliens ont déposé un recours devant la Cour suprême pour que l'avortement soit autorisé en cas de maladie. Aimé Catherine Moukouri. En moins de 10 mois, plus d'1,5 million de Brésiliens ont contracté le virus Zika. Ce virus est un véritable risque pour les femmes enceintes. L'épidémie de Zika peut causer une microcéphalie du fœtus, une diminution du périmètre crânien selon l'OMS. Face à ce risque, un groupe de chercheurs, avocats et activistes brésiliens a déposé un recours devant la Cour suprême pour que l'avortement soit autorisé en cas de microcéphalie. Déjà, 3400 cas de malformations néonatales sont en cours d'examen au Brésil. À ce stade, des débats contradictoires se sont soulevés sur la place publique. Pour le docteur Sol Sibel, neurologue, il n'est pas nécessaire d'avorter en cas de microcéphalie. Une déclaration qui déplaît à Deborah Diniz, professeure et représentante du groupe qui va déposer un recours devant la Cour suprême. Pour elle, l'avortement est le meilleur choix possible. Quant à l'OMS, elle se réunit ce lundi pour décider s'il faut décréter l'état d'urgence sanitaire. Près de 4000 bébés ont été infectés par le virus Zika qui continue de se propager dangereusement en Amérique latine. L'OMS a réuni ce lundi son comité d'urgence.
Et puis la Syrie a été victime hier d'un nouvel attentat de l'État islamique. Près de 70 personnes ont trouvé la mort dans l'explosion d'une voiture piégée. La majorité des victimes, des chiites, venus se recueillir dans leur sanctuaire à Seyeda Zeynab. Les détails avec Aimé Catherine Mokori. 71 morts, 100 blessés, 2 attentats. Ce dimanche 31 janvier, l'État islamique a frappé à grands coups le plus important sanctuaire chiite de Syrie. Le forfait a eu lieu à Seyeda Zeynab, au sud de Damas. 2 explosions à la voiture piégée au centre du quartier. Des images de bâtiments, des carcasses de voitures, voilà ce qu'a laissé l'État islamique sur son passage, en plus des morts et des blessés. Les images de dégâts de l'attentat ont été diffusées sur la télévision d'État syrienne. Sur les réseaux sociaux, Daesh affirme que 2 de ses membres ont déclenché leur ceinture d'explosifs à proximité du sanctuaire chiite de Seyeda Zeynab. Ce quartier très peuplé du sud de la capitale syrienne accueille régulièrement des pèlerins chiites venant d'Iran et du Liban pour se recueillir dans le mausolée du premier imam chiite, Ali Ben Abi Taleb. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal 2 Info.